Bonjour, bienvenue à la conférence Partir à l'étranger, animée par Sophie Buzaré, donc psychologue de l'éducation nationale au CIO de Brest. Tout un programme qui va peut-être nous mettre des étoiles dans les yeux sur d'autres horizons. Je te laisse, Sophie. Bonjour, donc effectivement, j'exerce au Centre d'information et d'orientation du Brest-Landerneau, avec la particularité d'avoir une mission qui est de renseigner effectivement sur la mobilité à l'étranger, que ce soit dans le cadre des études ou hors études. Et c'est ce que je vais essayer effectivement de vous partager cet après-midi, c'est toutes les formes de possibilités, comment mettre finalement de la mobilité dans son parcours, que ce soit d'études ou hors études. Donc, je vais effectivement commencer par vous expliquer les questionnements, en fait, on va dire les questions d'ordre général et celles qu'on me pose, puisqu'effectivement, donc je suis sur le stand Partir à l'étranger ici sur le salon Azimut depuis jeudi. Donc, on va dire que les questions défilent et elles sont souvent autour de ces trois pôles que vous pouvez voir affichés. Soit ce sont des questions, les élèves quand ils viennent sur le stand ou prendre rendez-vous avec moi, par exemple, au CIO, ils viennent vers moi en me disant « Je suis attiré par l'étranger, je ne sais pas forcément ce que c'est, je voudrais juste savoir ce qui est possible. » Et certains vont me dire bah voilà, « J'aimerais bien juste aller à l'étranger, avoir une nouvelle expérience. » D'autres, effectivement, vont venir me voir en me disant « Les études, je suis un peu saturée, j'aimerais faire une pause dans les études et voir ce qui est possible. » Donc c'est vraiment pour soi et aussi pour un défi personnel. Donc certains arrivent en se disant j'aimerais avoir une première expérience en dehors des vacances avec les parents et j'aimerais peut-être tenter l'aventure par moi-même. Et puis j'en ai d'autres aussi qui viennent avec des formations, enfin en tout cas des demandes plus précises, notamment avec une stratégie un peu plus scolaire. C'est-à-dire que je vais avoir des jeunes qui vont arriver sur le stand et qui vont me dire bah voilà, moi j'envisage sur Parcoursup telle formation ou telle école, on me demande un niveau d'exigence en langue, auquel cas ils souhaitent trouver une solution, aller à l'étranger pour pouvoir booster la langue, avoir un niveau supérieur et prétendre aux écoles qui exigent un niveau un prérequis pour pouvoir y rentrer. Certains, au niveau scolaire aussi, on peut avoir beaucoup de demandes, notamment, je l'ai pour le kiné. Beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me disant, voilà, comment ça se passe pour devenir kiné ou passer la sélection pour être kiné, souvent en Belgique ou en Espagne. Donc ça, c'est pour contourner souvent la sélectivité en France. Et pour d'autres, c'est simplement obtenir un diplôme étranger et quelquefois un double diplôme. Souvent parce qu'ils ont un projet de travailler soit en France, soit effectivement dans le pays ciblé. Et je peux aussi avoir des questions plutôt d'ordre professionnel, un peu moins souvent, mais ça peut l'être, à savoir, voilà, moi je viens vous voir pour savoir quel site ou quelles sont les opportunités si je veux travailler à l'étranger. Et souvent, derrière, leurs intentions, c'est effectivement d'avoir une expérience à l'étranger pour mieux la valoriser en France. Donc pour muscler le CV, pour avoir un peu plus de compétences à faire valoir. Ça, c'est en général les premiers questionnements quand je vois les élèves en rendez-vous ou tout simplement sur le stand Azimut. Donc moi, très naturellement, je vais aborder d'autres questionnements avec eux, à savoir, voilà, tu as envie d'aller à l'étranger, tu as tes propres raisons ou simplement tu as envie de voyager. Donc je vais questionner effectivement les élèves sur est-ce qu'il y a un pays qui t'attire en particulier. Quelquefois les élèves, les jeunes sont ouverts sur plusieurs expériences et d'autres viennent effectivement avec une demande très précise. Alors je ne vous cache pas que depuis jeudi, une grande majorité me demande d'aller aux États-Unis. Ça c'est très courant, États-Unis, Angleterre. Voilà les demandes que j'ai le plus couramment là sur le salon depuis jeudi. Alors soit parce qu'ils veulent améliorer ou simplement parler la langue anglaise, ou pour la culture du pays, soit parce qu'ils ont eu l'occasion avec les parents de voyager antérieurement ou de faire un stage et ils voudraient poursuivre leur expérience dans ce pays-là. Donc les questions qui viennent naturellement, c'est de savoir aussi est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce que c'est une première? Puisque l'exemple que je donnais notamment sur les États-Unis, un jeune qui vient me voir et qui me dit voilà, j'aimerais bien aller aux États-Unis, je vais quand même essayer de savoir avec le jeune s'il est déjà parti, ne serait-ce qu'en solo, sans les parents,
hors vacances avec les parents. Et la question du retour est important, puisque un élève qui n'est jamais parti, c'est important de savoir que les moments de coup de blues, quand ça va pas bien, on ne peut pas rentrer le week-end. Donc, quelquefois, on réfléchit sur des alternatives, c'est-à-dire des premières expériences, peut-être avec une proximité géographique avec le domicile, de manière à ce que l'élève puisse se tester, voir ce que ça peut donner en termes d'autonomie en dehors de la maison. Donc, cette question-là, elle revient assez souvent quand même dans les échanges avec les élèves. Donc ça, c'est des questionnements d'ordre général et tout naturellement. Combien ça va me revenir si je vais à l'étranger? Et puis, quel est le coût de la vie en fonction du pays que je vais cibler? Et certains vont clairement cibler aussi des pays, simplement parce qu'il y a des écoles reconnues dans ces pays où on vient aussi, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport aux filières de la santé, pour notamment, je ne sais pas, les kinés ou médecine, où là, on va me demander comment ça se passe effectivement en Roumanie, en Espagne ou en Belgique, par exemple. Voilà les questions les plus courantes et auxquelles on essaye d'y répondre. En parallèle, les questions tout naturelles, ça va être la durée. C'est quand est-ce que tu voudrais mettre de la mobilité dans ton parcours d'études? Puisque j'ai des élèves, effectivement, qui veulent aller étudier à l'étranger. J'ai des élèves qui veulent avoir une expérience en dehors des études et certains qui ne veulent pas du tout interrompre leurs études et qui vont me demander qu'est-ce qui est possible pendant les vacances scolaires. Donc, je vais aborder un petit peu ces 3 volets pendant la présentation. Donc, pour commencer, je vais évoquer les études à l'étranger. Donc, pour ceux qui souhaitent étudier à l'étranger, il y a 2 formes de mobilité, 2 façons d'aller étudier à l'étranger. Une mobilité dans le cadre d'un programme. Donc, ça veut dire que je suis inscrite dans un établissement français et que je vais participer à un programme d'échange. Et on va avoir aussi un autre type de mobilité, on appelle une mobilité individuelle. Donc, ça sous-entend une démarche de la part de l'élève et de sa famille de vouloir partir post-bac, étudier dans une université à l'étranger. Et je vais évoquer Parcoursup, comment ça s'imbrique dans tout ça. Alors, pour la mobilité, comme je vous expliquais dans le cadre des études, il y a 2 types de mobilité. Donc, la mobilité institutionnelle, la mobilité dans le cadre d'un programme d'échange. Donc, dans le programme d'échange, ça sous-entend, comme je le précisais, on est inscrit dans un établissement français et qui est capable de proposer différents échanges, que ce soit en Europe ou à l'international. Les plus connus, et d'ailleurs les élèves, quand ils viennent me voir sur le stand, des fois c'est leur première approche vers moi, ils vont me demander, voilà, je viens vous voir, je voudrais faire un Erasmus. On voit que dans la plupart des personnes connaissent Erasmus, ils ne savent pas toujours ce qu'il y a derrière Erasmus, mais souvent c'est leur entrée, leur façon de nous approcher, parce qu'ils ont envie de mettre de la mobilité dans leurs études. Donc effectivement, Erasmus, c'est une façon d'aller étudier à l'étranger, mais pas que. C'est ce que vous voyez, effectivement. Par exemple, on va avoir le programme BCI pour le Québec, l'ISEP pour l'USA, et il y en a plein d'autres. Donc Erasmus en fait partie, on le voit couramment, mais ce n'est pas le seul. Donc, je vais vous expliquer de manière plus précise comment ça s'organise, ce programme d'échange. Et je vais évoquer notamment les cursus bi- et trinationaux, c'est-à-dire que là, ce sont plutôt des universités qui sont implantées en France et qui proposent des cursus intégrés. À la fois, il y aura une expérience en France et à l'étranger pour obtenir un diplôme conjoint ou un double diplôme, voire triple diplôme. Et je vais vous présenter la mobilité individuelle. Donc là, il y a 2 situations. Donc on le voit ici dans le salon. On a ceux qui veulent avoir de la mobilité, par exemple, entre l'année de seconde et première. Donc ça, je parle des lycéens. Donc ceux qui voudraient partir entre la seconde et la première, ou entre la première et la terminale. Donc là, comme on peut le voir sur le salon, où là, à l'écran, j'ai donné quelques exemples, notamment l'AFS et le Rotary. Il y en a plein d'autres, hein, bien entendu, des associations. Elles sont représentées ici parce qu'elles sont brestoises et qu'elles proposent des mobilités jusqu'à 18 ans. Donc là, quand on parle d'année d'études dans un établissement à l'étranger, dans ce cas de figure, l'élève part une année à l'étranger dans un système éducatif. Ça veut dire qu'il va essayer une autre façon d'étudier, sachant que cette année-là, elle peut être aussi partagée en 2 temps. Hein. J'ai des élèves parfois qui ont fait une année d'études, par exemple aux États-Unis, et qui sont revenus en France. Ça sous-entend qu'ils repartent là où ils ont interrompu leurs études. Je pars entre la seconde et la première.
Ça veut dire que je fais mon année d'études aux États-Unis, par exemple, je reviens et là, je rentre en première. Ce qui sous-entend que c'est une année de gagné personnellement et une année, on va dire, de perdu ou de retard par rapport aux copains et aux copines qui, eux, seront déjà dans la classe supérieure. Donc ça, c'est soumis à autorisation pour ceux qui souhaiteraient faire ce type de démarche. Un élève qui veut effectivement faire une mobilité entre la seconde et la première ou première terminale va soumettre sa demande au chef d'établissement. Ensuite, ce qui est possible dans la mobilité individuelle, c'est plutôt les études à partir de 18 ans, après le bac. Donc les études de l'international, ce sont des cursus complets. On va vous encourager à faire un cursus entier quand il s'agit d'une mobilité dans un établissement à l'étranger. La raison, elle est toute simple. Si vous commencez effectivement un bachelor, qui serait l'équivalent de notre licence chez nous, vous faites une première année, vous revenez ensuite en France, il est difficile de trouver un programme exactement identique, ce qui fait que vous pourriez vous retrouver à devoir vous réinscrire sur Parcoursup pour une nouvelle L1. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de soucis et vous verrez que la plupart des établissements, même à l'étranger, vous inciteront à faire un cursus complet. Donc je vais aller un peu plus dans le détail sur la mobilité institutionnelle. Donc ça veut dire la mobilité dans le cadre d'un programme. Donc là, dans le cadre d'un programme, on peut prendre un exemple concret. Je vais par exemple m'inscrire en licence sciences politiques dans une université. En licence sciences politiques, ça veut dire que je vais devoir passer par Parcoursup. Par Parcoursup, je vais faire mes vœux pour rentrer dans une licence sciences politiques. Je suis acceptée, je rentre en première année de licence sciences politiques. L'université qui m'accueille, j'ai déjà dans l'idée de vouloir faire une année d'études à l'étranger. Ça sous-entend que je peux la faire entre la deuxième, enfin dès la deuxième ou la troisième année, cette année d'études. Donc l'élève qui voudrait faire une année d'études à l'étranger en deuxième année de licence sciences politiques, par exemple, ça veut dire que dès son entrée en première année, l'élève va se renseigner au bureau des relations internationales de son université pour être accompagné sur les modalités de candidature pour cette mobilité l'année suivante. Donc, l'élève, en fait, va s'intéresser au programme d'échange proposé par l'université. Chaque université a des programmes d'échange différents et vers des pays différents. Donc, l'élève, en général, pour être accepté sur ces mobilités, on va regarder son niveau de langue. Tout simplement pour qu'il puisse suivre les cours dans la langue étrangère du pays. Et ensuite, on va regarder aussi son niveau académique, c'est-à-dire est-ce qu'il était en échec sur sa première année d'études, dans mon exemple que j'avais pris licence sciences politiques. Si l'élève est retenu, ça sous-entend qu'il va partir 1 an donc, dans un établissement à l'étranger, dans un établissement pour lequel il y a un contrat pédagogique qui a été organisé entre chaque université, c'est-à-dire entre l'université brestoise et l'université du pays d'accueil, auquel cas ça veut dire qu'il y a effectivement un accord sur les enseignements prévus pendant cette année-là. Donc si l'élève réussit ses évaluations pendant l'année d'études à l'étranger, ça sous-entend que quand il revient en France, il continue en L3. Donc il n'y a pas d'arrêt dans les études. Il valide, il continue son cursus en L3. Donc, dans tous les cas de figure, que ce soit pour une deuxième année, une troisième année, on passe de toute façon par effectivement le service des relations internationales que vous retrouverez non seulement dans les universités, mais vous trouverez aussi dans les écoles. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Ce que vous allez trouver aussi en termes de mobilité, parfois c'est un semestre, voire une année. Et dans certaines situations, notamment dans le cas des BTS, il y a des BTS d'ailleurs qui imposent, notamment par exemple le BTS Commerce International, qui impose des semaines à l'étranger. Auquel cas, avec Erasmus, on peut tout de même faire des stages dès la première année, contrairement à ce que je vous disais sur des études à l'étranger qui peuvent se faire seulement en deuxième ou troisième année. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, pour ceux qui ont peut-être fait des premières démarches, au niveau de l'Europe, on a mis en place, enfin depuis le processus de Bologne, ils ont fait en sorte de favoriser la mobilité des étudiants en Europe. Donc, on appelle ça le système LMD, licence, master, doctorat. Ce qui veut dire que vous pouvez trouver la même chose dans les autres pays européens. Donc, ça ne va pas s'appeler licence, ça s'appellera par exemple bachelor dans les pays anglo-saxons, donc ce qui équivaut à un bac plus 3.
Ensuite, après le Bac+3, vous avez le master. Ce sera effectivement indiqué autrement dans d'autres pays, donc notamment le master que vous trouvez dans les pays anglo-saxons, et le doctorat. Donc, une fois que vous avez bien intégré le système déjà au niveau de la France, ça vous facilitera les démarches pour les recherches dans les pays européens. Et donc, si vous avez tout compris le système déjà français, vous avez normalement des indications, vous avez dû voir apparaître dans les systèmes du supérieur. Quand on voit une licence, vous avez dû voir ECTS. Alors ECTS, ce sont des crédits. European Credit Transfer. Donc ça, ce sont les crédits, en fait, ça correspond à une quantité de travail qui aurait été validée par l'université. Donc concrètement, quand on a fait une licence, ça veut dire qu'on a validé 180 crédits. Donc en 3 ans, 6 semestres. Si je fais un master, ça veut dire que j'ai validé 120 crédits. Le cumul des deux me permet d'accéder au doctorat. En tout cas en France, ça veut dire qu'il faut avoir 300 crédits. Et vous verrez que si vous vous intéressez aux pays européens, ils parleront également en crédit. C'est ce qui vous permet de faciliter la mobilité dans les autres pays européens. Alors, comme j'avais pris l'exemple de la licence sciences politiques, en prenant une université, mais il n'y a pas que l'université qui propose ces échanges ou ces programmes d'échange. Alors, notamment certains BUT, dans les IUT, donc Instituts universitaires technologiques. Donc, certains BUT sont beaucoup plus actifs, effectivement, ou en tout cas ont une ouverture vers l'international. Certains proposent des séjours d'études en 3e année, 6 mois, la moitié de l'année à l'étranger. On va le trouver aussi donc, dans le cadre universitaire, comme je vous l'ai évoqué. Bonjour. Après, vous l'avez aussi au niveau des grandes écoles. Donc, par exemple, les grandes écoles. Aujourd'hui, vous allez dans une école d'ingénieur, le séjour d'études est imposé. Il y a 4 semaines de stage obligatoires, 4 mois, pardon. 4 mois de stage obligatoire à l'étranger. C'est imposé par le choix de la filière de formation, c'est-à-dire le parcours d'ingénierie. Vous allez en IUP ou à Sciences Po Paris, vous avez forcément un séjour d'études qui est imposé par le cursus. École de commerce, école d'art aussi, vous pouvez trouver effectivement cette mobilité d'études dans le cadre des cursus que vous auriez choisis dans le post-bac. Donc ça ne concerne pas que l'université, parce que je m'aperçois effectivement dans le salon que pour beaucoup, Erasmus, ça ne concerne que les mobilités à l'étranger, puisque c'était peut-être davantage développé aussi auparavant au niveau universitaire. Quelques exemples. Donc là, juste avant, hop, dans les universités, j'avais précisé les cursus bi- ou trinationaux. Voilà quelques exemples. Alors la plus connue, en fait, c'est l'UEFA, Université franco-allemande. En quoi ça consiste? Ce sont des universités, comme je disais, qui sont implantées en France et qui vont permettre d'avoir des classes mixtes, c'est-à-dire des étudiants qui vont avoir aussi une partie des études en France et une partie des études dans l'autre pays. Et ça peut vous amener à l'obtention d'un diplôme conjoint. Alors un diplôme conjoint, c'est un diplôme unique, un seul qui est délivré à la fin des études, mais qui aurait été créé en concertation avec les 2 pays partenaires. D'autres cursus, on appelle ça des cursus intégrés. Donc là aussi, il y a effectivement un accord entre 2 pays pour obtenir à l'issue des études un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme dans chacun des pays où se trouve l'université et qui sont donc reconnus dans chacune des universités. Et parfois ça peut arriver. Mais on va dire que les plus aboutis, c'est souvent quand même les diplômes, les doubles diplômes. Et donc pour les trouver, puisque, alors, pour l'avoir fait moi-même, c'est pas si simple de les trouver sur Parcoursup. Alors plus simple, je vous ai indiqué un site, euroguidance-france.org. Alors ça, c'est un site que je vais souvent citer dans ma présentation, puisque c'est un site qui permet de promouvoir la mobilité en Europe. Donc vous allez trouver des informations très précises. Je vais revenir là-dessus pour d'autres dispositifs. En l'occurrence, sur le site d'Euroguidance, si vous restez sur la page d'accueil, vous allez trouver au niveau de la page d'accueil une rubrique qui s'appelle « Double diplôme » ou « Cursus intégré ». Et là, vous allez cliquer dans cette rubrique et on va vous présenter, voilà, vous allez avoir effectivement les universités franco-allemandes, les universités franco-russes, franco-britanniques, etc. Vous n'avez plus qu'à cliquer et là, vous avez l'ensemble des universités qui proposent ces doubles cursus. Donc, pour l'avoir fait, je vous assure que ça fait gagner du temps.
parce que sur Parcoursup, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas toujours facile. Il faut avoir les bons termes et parfois, c'est pas un double diplôme, c'est un diplôme conjoint. Voilà, ça vous facilitera en tout cas la démarche pour ceux qui seraient intéressés. Donc là, une chose que j'ai pas précisée, toutes ces universités, on peut trouver des filières différentes. Il y a vraiment une palette de disciplines, comme vous pouvez le voir, que ce soit, ça touche les sciences de l'ingénieur, les sciences naturelles, ça peut être les droits, le droit, les sciences humaines. C'est très large. Donc ça peut concerner tout élève qui aurait cette envie de mettre de l'international, mais aussi, surtout, avoir un double diplôme. Pour aller un petit peu plus loin dans le financement, Erasmus qui est le plus connu. Encore une fois, ce n'est pas le seul, mais il est vrai que l'on voit un petit peu Erasmus qui est affiché dans les mobilités des études à l'étranger. Ce que je voulais préciser, donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, on ne peut le faire qu'à partir de la 2e année. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous voyez dans la partie financement, quand une université ou une école souhaite proposer une mobilité d'études à l'étranger, on fait souvent appel effectivement à des subventions, à des bourses Erasmus, mais viennent s'accumuler aussi d'autres bourses. Ça peut être des aides territoriales, des bourses aussi internationales, des bourses régionales, départementales, et il peut arriver qu'il y ait un reste à charge malgré tout pour la famille. Donc ça, le Bureau des relations internationales sera à même de vous dire, en fonction des pays, s'il y a un reste à charge. Voilà, donc ça c'était une petite précision puisque effectivement c'est une question qu'on me pose aussi. Est-ce que ça me coûtera quelque chose de partir à l'étranger? Ça peut, ça sera un reste à charge, mais bien sûr qui sera peut-être à moindre coût qu'une mobilité individuelle. Autre chose très importante aussi, je reprends mon exemple, je rentre en première année de licence sciences politiques, je veux partir faire ma 2e année à l'étranger. Je ne paierai que l'inscription dans l'établissement français. Je n'aurai pas à payer l'inscription dans l'établissement d'accueil à l'étranger. Donc, il y a forcément cette différence au niveau financier dans le cas d'une mobilité institutionnelle, c'est-à-dire dans le cadre d'un programme, ou si je choisis de faire une mobilité individuelle après le bac. Donc, vous allez vite comprendre la différence, puisque là, effectivement, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une mobilité tout de suite après le bac. Donc là, ce sont des élèves qui viennent me voir et qui vont me dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien partir aux États-Unis ou en Angleterre, je voudrais faire un bachelor. Donc, la première chose, donc c'est pas dans le cadre d'un programme, donc c'est bien une démarche de la famille. Donc, comme c'est une démarche individuelle, ça sous-entend aussi que toutes les démarches associées viennent de la famille. Donc, ça demande un peu de temps et beaucoup d'exploration. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, c'est se renseigner sur le pays qui est susceptible de vous intéresser. Le ou les. Des fois, vous avez une idée arrêtée. Dans ce cas-là, ça facilite les choses. Mais quelquefois, je peux avoir des élèves qui ont une idée bien précise, mais en échangeant un petit peu sur les coûts des études, on peut être amené à proposer d'autres destinations. Donc, quand on est en dehors d'un programme d'études, ça veut dire concrètement que je vais déjà identifier le ou les pays qui m'intéresseraient et en fonction de la langue aussi que j'ai envie de pratiquer. Ensuite, on va essayer d'identifier les procédures d'admission dans le supérieur. Donc, par exemple, en France, vous savez qu'ici, en terminale, si on veut faire la demande d'une première année dans les études supérieures, on passe par Parcoursup. Donc, c'est une plateforme centralisée. Il y a des pays, effectivement, qui ont aussi ce système centralisé, notamment les demandes que j'ai le plus souvent, par exemple, en Angleterre. Eux, leur plateforme, ça ne va pas être leur Parcoursup local, ça va être UCAS. Si vous allez en Irlande, ça va être le CAO. Par contre, si vous allez en Espagne, il n'y a pas de plateforme centralisée. Ça veut dire que je dois m'adresser à chacune des universités. Si je vais aux États-Unis, c'est la même chose. Je dois me renseigner auprès de chaque université. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes procédures pour l'inscription dans le supérieur après l'obtention du bac en France. Bien vérifier aussi les intitulés de formation. Donc là, j'ai donné quelques exemples les plus communs, licence, bachelor, grado, etc. Mais vous avez aussi des élèves qui viennent me voir, voilà, moi je voudrais faire un BTS ou je voudrais faire un BUT à l'étranger. Sauf que ça ne va pas s'appeler comme ça. Alors, ils peuvent proposer des diplômes techniques, mais ils n'auront pas les mêmes appellations. Et aussi, ça ne va pas nous certifier le fait que le diplôme obtenu à l'étranger, si vous revenez en France,
qui soit aussi valorisé que votre BTS ou votre BUT. Donc, ce qui sous-entend que quand vous faites une mobilité en dehors d'un programme, ça veut dire que la famille va devoir aussi, donc, au-delà d'identifier la formation qui peut l'intéresser à l'étranger, c'est de vérifier la reconnaissance du diplôme si je reviens en France. Dans le cadre de la mobilité dans un programme, quand je vous l'ai expliqué juste avant, cette question-là ne se pose pas puisqu'il y a un contrat pédagogique, comme je vous disais juste avant. Ici, c'est à vous d'aller vérifier le diplôme qui peut vous intéresser et aussi de cette reconnaissance de diplôme si toutefois vous souhaitez revenir en France. Parce que là aussi, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que je souhaite rester dans le pays dans lequel j'ai étudié ou est-ce que je compte revenir en France ? Auquel cas, cette question de la reconnaissance est primordiale. L'autre chose importante, je vais à l'étranger. Je reprends mon exemple en Angleterre. Je passe par UCAS. Je n'ai pas le choix. Par exemple, eux, ils ont leur modalité. Sur Parcoursup, ici en France, c'est 10 vœux qu'on peut faire, par exemple, en France. Sur UCAS, c'est 5 vœux. Voilà, on va devoir aussi appliquer les règles de la plateforme locale. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont un calendrier qui est différent du nôtre. Alors, je vais être tout à fait transparente avec vous. Quand quelqu'un veut faire une mobilité dans un pays à l'étranger post-bac, on leur conseille de démarrer dès l'année de première. Quelqu'un qui sera en terminale, on est déjà presque trop tard pour certaines universités. Je vous donne un exemple concret. Certains élèves me demandent par exemple en Angleterre des choses connues comme Oxford ou Cambridge. Bon, Oxford et Cambridge, pour la mi-octobre, c'est terminé. Leur UCAS pour les autres vœux en dehors de ces écoles prestigieuses, eux, clairement, ils terminent pour la fin janvier. Nous, notre Parcoursup commence depuis le 20 janvier. Vous voyez, on est décalé par rapport au calendrier. C'est pour ça qu'il faut se renseigner assez vite, surtout pour les élèves de terminale. Donc l'idéal, c'est en première. Certaines universités vont vous demander aussi de faire des démarches en parallèle de l'inscription, c'est-à-dire la reconnaissance du bac. C'est le cas notamment en Espagne et en Belgique. En Espagne, en parallèle de la démarche d'inscription dans l'université, on va vous demander de faire des démarches. Tout ça, ça sera à vous préciser. Je vais vous expliquer comment. Il y a des organismes qui sont habilités pour faire ces démarches de reconnaissance de la formation. En l'occurrence, on n'a pas trop de soucis en Europe pour faire valoir le diplôme du bac français. Ce n'est pas un problème, c'est plutôt une démarche administrative supplémentaire. L'autre chose qui est importante aussi, c'est l'inscription. Alors les inscriptions, c'est un peu comme chez nous, ça se fait majoritairement en ligne. Donc, soit directement par une plateforme, ou soit sur le site de l'université. La majorité des pays, c'est souvent le cas. Et en termes de critères d'admission, donc que ce soit sur une plateforme, ou que ce soit directement s'adresser à l'université, quand vous allez aller sur le site de l'université, vous allez voir les critères demandés pour les élèves étrangers. Les critères, bien entendu, vont regarder le diplôme que vous avez d'origine. Alors, le diplôme, ça peut être aussi simplement bac général, bac technologique, bac pro. On sait très bien que les ouvertures peuvent être différentes à l'étranger selon le bac d'origine français. Et bien sûr, comme en France, ça tombe sous le sens, c'est-à-dire que si j'ai plutôt un profil ou un diplôme scientifique, mais si je demande une voie littéraire à l'étranger, ils vont aussi regarder la cohérence et si vous avez des prérequis. Au-delà de ça, ils vont regarder votre niveau académique. Votre niveau académique, ça consiste en quoi? Ce sont vos notes du bac. Donc, les résultats du baccalauréat. Alors, d'un côté, vous allez peut-être vous dire, les inscriptions se font en amont du bac. Alors, souvent, ils vous font une réponse conditionnelle. Par exemple, si vous postulez en Angleterre, vous aurez une réponse avant l'obtention du bac. Donc, vous allez avoir une réponse conditionnelle qui va vous dire « Oui, on vous prend sous réserve que vous obteniez un 13 sur 20 au bac, voire même un 14 sur 20 dans telle ou telle matière. » Donc, c'est bien une réponse conditionnelle. Et ils vont également... Alors, la plupart des universités demandent aussi, bien sûr, une lettre de motivation. Et attention, puisque vous doutez que chaque pays peut avoir aussi des formes de CV, des lettres de motivation qui sont adaptées à leur culture. Et il y a une présentation qui est la leur. Et je vais vous expliquer comment on peut le trouver d'ailleurs, ça. Et on demande aussi, au-delà de la lettre de motivation,
Sachant que la lettre de motivation, j'ai envie de préciser que c'est comme Parcoursup en fait chez nous en France. Vous avez un projet motivé, une lettre de motivation à rattacher au chacun des vœux. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Et il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas valoir que son diplôme. Comme Parcoursup chez nous, on peut mettre en avant les démarches que peut faire l'élève associatif, l'investissement associatif, s'il fait du sport, s'il a fait des démarches dans son cursus qui peut être intéressant à faire partager pour montrer aussi que son profil est bien en correspondance avec les études proposées dans leur école. C'est comme ça aussi qu'on fait valoir aussi des traits de personnalité, puisque c'est pas facile non plus de le faire valoir sinon à l'étranger, si ce n'est par des activités ou des actions qu'on a pu mener en France. Et on peut vous demander aussi des lettres de recommandation. Donc ça sous-entend aussi de le prévoir en amont. Concrètement, c'est des lettres de recommandation de professeurs que vous avez pendant votre année de terminale. Au-delà de ça, primordial toujours, je demande encore une fois à aller étudier dans un pays étranger, donc dans une université à l'étranger. Si je vais dans une université, par exemple en Angleterre, on se doute qu'on va essayer de voir votre prérequis en anglais. Ça va faire partie des critères d'admission. Donc, le critère d'admission, ça va être, on peut vous demander, vous exiger même, d'avoir un test précis. Là, je vous ai donné des exemples de tests les plus courants. Vous avez sans doute entendu parler, que ce soit du IELTS ou du TOEFL, qui sont les deux tests anglais, un qui est américain et l'autre qui est plutôt britannique. Et là, en fait, le test de langue, on peut même vous demander tel test de langue et le niveau. C'est-à-dire que vous savez, quand vous passez un test de langue, vous avez un nombre de points et les universités peuvent vous demander, oui, ce test-là, mais avec tant de points. Et en fait, il faut l'anticiper, ça aussi, puisque vous savez que tel test demande un temps de préparation et qu'il y a un calendrier de date pour passer ces tests. Donc, si vous êtes en last minute pour aller chercher les universités et qu'en plus vous devez prévoir ce temps de formation, voilà, ça peut vous mettre en difficulté pour une démarche de recrutement. C'est pour ça encore qu'il faut s'y prendre à l'avance pour ce type de mobilité. Pour la passation de ces tests, on peut le faire. Il y a des centres disponibles en France pour pouvoir passer ces tests. Et le coût est variable aussi selon les tests. Les tests d'anglais ont tendance à être un peu plus élevés. Peut-être que les autres tests, il faut compter en moyenne 200 € pour un test anglais. Donc, quand on part effectivement dans une mobilité individuelle, on part par exemple pour un cycle de 3 ans, il est évident qu'on va devoir passer par une réflexion sur le budget. Donc, le budget, effectivement, voilà combien je peux prétendre sur ces 3 années. Et puis, je vais réfléchir éventuellement aux bourses possibles. Alors, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas beaucoup de bourses qui existent quand on est en mobilité individuelle. Donc, si je prends par exemple les États-Unis, voilà un exemple concret qu'on me demande assez souvent. Donc, aux États-Unis, si vous inscrivez dans une université, vous êtes considéré comme un étudiant étranger, ce qui signifie que le prix, le coût pédagogique de la formation peut être multiplié par 2, voire 3. Donc, c'est pas rare de voir une entrée en formation à 15 000 € l'année, voire 20 000 € l'année. Mais ces différences, c'est pour ça quand je vous ai expliqué qu'il faut creuser aussi la question de qu'est-ce que je recherche quand je vais à l'étranger. Certains viennent avec l'idée je vais aller aux États-Unis, mais finalement ils sont ouverts sur pas mal de choses parce que c'est pas forcément la culture américaine qui les intéressait, c'est savoir pratiquer la langue. Donc par exemple, si je reprends cet exemple-là qui est assez courant, si on compare les études aux États-Unis ou si avec par exemple l'Écosse où on peut avoir des bourses, ça n'a rien à voir en termes de budget. On peut passer de 1 800 € à 15 000 €. Je peux aussi, chose auxquelles on ne pense pas forcément quand on est étudiant français, mais on ne pense pas forcément aux pays nordiques. Les pays nordiques, si je vous cite par exemple la Norvège, la Suède, la Finlande, ce sont des pays auxquels on ne pense pas forcément, et là les frais de scolarité sont gratuits. Et ils ont des parcours tout en anglais. Et ils sont bilingues. Ils savent très bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent le finnois. Donc, quand vous échangez vous allez par exemple en Finlande, vous échangez même à l'extérieur de votre cursus universitaire, vous parlez anglais. Ils sont bilingues. Donc ça, on n'y pense pas forcément, mais ça peut permettre un équilibre aussi financier. Puisqu'on a un peu des appréhensions peut-être vers ces pays-là par rapport au niveau de vie, mais quelquefois, le calcul, l'équilibre, finalement, on s'y retrouve entre le coût des études et le coût de logement ou le coût de la vie à côté. Donc, le coût est vraiment variable. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment aller étudier pays par pays.
Petite chose quand même, parce que je parle des États-Unis depuis tout à l'heure, je voudrais pas quand même décevoir certains, mais il y a quand même des petites choses qui existent dans la mobilité, dans le cadre individuel. Je pense notamment donc aux États-Unis, on a des élèves, beaucoup de Français font ça, c'est que pour réduire la facture, ils vont avoir tendance à passer par des community collèges. Pour ceux qui ont déjà fait des démarches vers les États-Unis, c'est une façon d'aller étudier pendant 2 ans à moindre coût. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle une année de transfert pour pouvoir récupérer un cursus à l'université. Ça fait gagner à peu près 2-3 ans financièrement. Donc pensez-y pour ceux qui sont concernés. Les community collèges peuvent permettre en tout cas de réduire les coûts financiers. En termes de bourses aussi, j'ai eu le cas de figure. Alors c'est vrai que des bourses peut-être par rapport au sport, pour des sportifs de haut niveau, mais ça se fait souvent entre fédérations, des partenariats avec les fédérations sportives. Je peux avoir des bourses au mérite aussi. J'ai déjà eu des jeunes qui ont eu des bons bacheliers et qui ont pu se voir octroyer une bourse par l'université. Et sinon, après, vous allez trouver des bourses au niveau européen. Là, si on reste dans le cadre de l'Europe, par exemple, un élève qui serait boursier peut prétendre à maintenir ses bourses dans un pays européen. À savoir qu'on peut ne pas être boursier au lycée, mais on peut être boursier dans les études supérieures. Ça, c'est une question qui m'a été posée aussi dans le salon. Et comment on peut le savoir, ça? Sur Parcoursup, pour ceux qui seraient en terminale, vous avez directement accès à mon dossier social étudiant. Et là, vous pouvez faire une simulation en ligne avec les avis d'imposition des parents. Ça vous permet de savoir si déjà vous pourriez être boursier dans le supérieur. Et en fonction de ça, ils ont une liste finalement sur critères sociaux au niveau du Crous qui permet de maintenir cette bourse dans les pays européens. Après, les bourses, après, c'est vraiment spécifique. Vous allez trouver par pays des bourses peut-être juste dans les filières arts ou dans les filières scientifiques bien précises. Mais ça, c'est au cas par cas selon les pays. Et on peut trouver majoritairement, ou en tout cas quand il y en a, plus au niveau postgraduate qui correspond plutôt à notre master chez nous. Donc ce qui veut dire que j'ai des élèves des fois qui font leur licence ici en France et qui ensuite vont faire leur master aussi à l'étranger. Parce qu'on trouve plus de bourses au niveau supérieur. Alors, une fois que je vous ai expliqué tout ça, voilà, c'est bien, mais maintenant, c'est comment je fais pour trouver ces formations à l'étranger. Donc là, je vais vous donner des sites bien guidés pour que vous trouviez facilement les informations. Donc, je vous ai déjà cité le site Euroguidance. C'est le même que vous voyez ici, Euroguidance, avec le logo EG, euroguidance-.org. Alors, en quoi il est intéressant? Ici, vous avez toute la liste des fiches pays. Déjà, si vous voyez dans les onglets en haut, vous avez vu partir à l'étranger, financer sa mobilité, etc. Partir à l'étranger, quand vous cliquez sur cet onglet, on va vous proposer soit hors Europe, soit en Europe. Euroguidance, c'est un réseau européen qui permet de promouvoir la mobilité des études en Europe, mais au vu des demandes les plus courantes, ils ont quand même créé des dossiers hors Europe. Et donc, les dossiers créés, ça va concerner les États-Unis, le Japon et le Canada. Donc, en dehors de ce que vous voyez à l'affichage, si vous revenez sur partir à l'étranger hors Europe, vous aurez aussi des dossiers sur ces 3 destinations. En tout cas, ce que vous voyez affiché, c'est la destination, effectivement, en Europe. À droite, vous avez tous les pays. Donc, si je clique sur l'un des pays, vous allez ensuite arriver sur une fiche dans laquelle vous allez avoir l'intitulé des diplômes. Vous allez avoir également les conditions d'admission, c'est-à-dire comment ça marche dans ce pays-là. Est-ce que c'est une plateforme centralisée? Comment on s'y inscrit? La reconnaissance du bac français, par quel organisme je dois passer? On va m'apporter des informations sur les aides financières. Justement, les bourses spécifiques dont je vous parlais par pays, c'est là que vous allez les trouver. Vous aurez aussi des indications sur le système de sécurité sociale et notamment des sites officiels pour trouver les universités qui pourraient vous intéresser. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un bon allié pour avancer très vite dans les recherches. Un autre site aussi que je suis amenée à utiliser, donc comme je vous disais, nous on est un CIO, le CIO de Brest, c'est un CIO Relais Europe. C'est pour ça que nous renseignons effectivement nous donnons un premier niveau d'information sur la mobilité. Et le C2I sur Lyon, c'est vraiment un CIO spécialisé à l'international.
Donc, on travaille en partenariat avec eux et ils ont créé en fait un moteur de recherche donc sur leur propre site du CIO de Lyon. Et donc, ce moteur de recherche s'appelle Mobidata. Mobidata, c'est un moteur de recherche qui permet d'aller rapidement aussi trouver des sites officiels en fait sur les études supérieures. Donc, par exemple, dans ce que vous voyez en dessous, vous avez études secondaires, études supérieures. En l'occurrence, moi, j'ai cliqué sur l'Europe, j'ai indiqué l'Espagne et j'ai choisi parmi une liste le domaine du commerce et gestion des entreprises. Si je valide, on va me donner l'ensemble des adresses officielles pour aller trouver ces universités. Et qui sont souvent, ou alors ça me ramène sur la page d'Euroguidance, puisqu'ils sont chargés Euroguidance, les collègues qui travaillent sur le CIO de Lyon. Donc ces deux outils peuvent vous permettre d'identifier en fait les formations. Et de la même façon, quand vous voyez une plateforme centralisée, c'est comme sur Parcoursup. Si vous mettez une licence qui vous intéresse, en l'occurrence un bachelor qui vous intéresse en art, par exemple, vous allez également marquer dans le moteur recherche bachelor en art, et là vous avez la liste des établissements qui le proposent, et à vous d'aller vous renseigner sur chaque établissement. Autre chose, je vous expliquais dans le cadre des BTS ou dans le cadre d'autres formations, vous cherchez un stage, notamment sur le site d'Euroguidance, vous avez une rubrique de stage. Et donc je vous ai indiqué effectivement l'adresse pour le retrouver. Et vous avez notamment un petit livret, le stage en Europe, que je trouve plutôt bien fait, puisque vous avez des fiches par pays. Et dans chaque pays, vous avez des adresses, mais des adresses Internet du pays en question. Donc ça vous permet d'avoir vraiment des adresses locales pour identifier des entreprises, des lieux de stage, donc qui pourraient être des lieux de stage pour vous. Et il vous explique aussi comment est considéré le stage dans ce pays. Parce que vous savez, nous on appelle ça des stages en France. Dans d'autres pays, ça va être considéré comme une expérience professionnelle. Et tout ça, c'est bien expliqué dans le guide. Donc là, j'en ai terminé avec la mobilité dans le cadre des études. Là, je vais plutôt évoquer la mobilité en dehors des études. Ça veut dire que là, ce sont des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, moi, ce n'est pas forcément étudier qui m'intéresse, je voudrais savoir ce qui est possible. Comment je peux faire pour aller voyager, soit l'été ». C'est ce que je vous ai indiqué ici, par exemple la période estivale, puisque j'ai des jeunes qui ne veulent pas interrompre leurs études et qui veulent quand même essayer d'avoir une expérience à l'étranger. Donc, je vous ai affiché effectivement 3 exemples que je vais détailler un petit peu plus tard, notamment le voyage d'Elijah, Discover You, et les chantiers internationaux. Voilà 3 possibilités qu'on peut faire effectivement pendant les périodes estivales. Vous avez notamment la possibilité de faire une césure. Une césure, c'est un temps de pause pendant ses études. Donc là, je vous expliquerai comment ça marche avec Parcoursup également. Et ensuite, les formes de mobilité que l'on peut faire dans le cadre de cette césure. Voilà la liste des possibilités. Donc par exemple, un volontariat, des échanges de services, des séjours linguistiques ou faire un job à l'étranger. Donc, comme je vous expliquais, donc, dans la période estivale, on va trouver par exemple le voyage d'Elijah et des chantiers internationaux. Donc là, je commence par les chantiers internationaux. Comme vous pouvez le voir, ils sont plusieurs. Donc le principe, effectivement, c'est de retrouver plusieurs jeunes autour d'un projet commun. Donc ils vivent ensemble, donc on est nourri, logé, et en parallèle, on travaille autour d'une mission, et c'est une mission que l'on choisit avant de partir, alors soit en France, puisque les chantiers internationaux sont ouverts à partir de 14-15 ans, donc ça veut dire qu'il y a des chantiers en France, et plus on avance en âge, plus on a possibilité d'en trouver à l'étranger. Ça, c'est une formule qui est aussi intéressante pour l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, moi j'ai mon enfant qui me parle que des États-Unis, sauf qu'il n'est jamais parti à l'étranger. Souvent, c'est les parents qui ont quelques craintes. Les chantiers internationaux peuvent être aussi un bon moyen de s'essayer à l'étranger, puisque vous retrouvez avec des élèves, des jeunes de toute nationalité, auquel cas l'anglais va être vite la langue commune. Donc si on veut s'exprimer dans le groupe, on n'a pas le choix que de trouver des solutions à s'exprimer, et aussi on doit travailler en communauté autour de ce travail commun. Et donc c'est une expérience qu'on peut valoriser aussi, les chantiers internationaux, dans son CV, ou pour les études supérieures, ou dans Parcoursup, suivant là où vous allez postuler. Et donc ils ont assez diversifié. C'est vrai que les chantiers internationaux, pour beaucoup de gens,
on a tendance à penser que c'est autour de la construction, de la rénovation, mais on en trouve de plus en plus autour de la prévention santé, ça peut être de l'animation sociale et culturelle et l'organisation de festivals, par exemple. Voilà des offres qu'on peut trouver. Et il y a des sites officiels. Vous pouvez trouver sur le site Euroguidance que je vous ai cité depuis tout à l'heure, vous avez sur ce site la possibilité de trouver des sites officiels sur, par exemple, cotravaux.org, qui est un site qui recense des offres sur les chantiers internationaux. Mais pour ceux qui connaissent, il existe aussi le Bureau Information Jeunesse à Brest. Et le Bureau Information Jeunesse à Brest ont leur propre site. Et là aussi, vous avez des sites officiels sur les chantiers internationaux, par exemple. Alors, ici, pour les chantiers internationaux, comme je vous disais, on est nourri-logé. Ce n'est pas quelque chose qui revient très cher, on va dire aux alentours de 200 € en moyenne, quand on fait un chantier international. Et donc, on peut le faire soit pendant les vacances, puisque là, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer, la possibilité pendant les vacances, mais on peut aussi avoir des chantiers longs, dans le cadre de césure. Discover You. Alors ça ne concerne que les élèves dans l'année des 18 ans. Donc, c'est une façon de le savoir et d'anticiper pour ceux qui sont en première parmi vous, et puis pour d'autres qui sont en terminale, ils vont être concernés cette année. Alors, il faut aller régulièrement, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller régulièrement sur le site, puisqu'il y a 2 périodes de candidature, une au printemps et une en automne. Et donc, c'est des périodes assez courtes pour s'inscrire. Alors, en quoi ça consiste? Alors, c'est très sympa, d'après le retour des jeunes qui ont pu faire l'expérience. D'une part, puisque vous avez la possibilité d'obtenir un pass interrail, c'est-à-dire la possibilité de voyager partout en Europe pendant 1 à 30 jours maximum sur la période d'été. Et là, la démarche est la suivante, c'est-à-dire que vous avez un quiz sur l'Europe, un questionnaire sur l'Europe que vous devez remplir pendant... Alors, ce n'est pas non plus des questions très compliquées, c'est pour voir les connaissances que vous avez en Europe. Et s'il y a eu trop de demandes par rapport au nombre de passes qu'ils peuvent faire, ils peuvent faire un tirage au sort. Mais quand on a été retenu, on peut également être destinataire d'une carte, une carte européenne qui permet d'avoir aussi des réductions sur des musées, des parcs d'attractions, plusieurs réductions dans tous les pays d'Europe. Donc là, 18 ans, donc là, il faut prendre note et il faut aller régulièrement sur le site que j'ai indiqué, Discover You, puisque, comme je vous disais, la période est très courte pour pouvoir faire cette démarche d'inscription. Donc là, c'est pareil, en période estivale. Et là, la bourse Zelidja. Alors, Zelidja, c'est une fondation qui est partenaire avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ça ne concerne que les élèves de 16 à 20 ans. En quoi ça consiste, la bourse Zelidja? C'est la possibilité de se voir octroyer une bourse de 900 €, en tout cas jusqu'à 900 €, pour pouvoir voyager dans un pays. Mais il vous faut une thématique. Ça peut être des études, des thèmes qui peuvent aborder, ça peut être la gestion de l'eau en Colombie, la place de la femme aux Philippines, tout sujet qui peut vous animer. Et vous passez devant une commission. Il va falloir convaincre de votre motivation pour votre envie de découvrir des choses sur cette thématique. Et ça peut être dans n'importe quel pays, même à l'international. Et on peut vous octroyer cette bourse de 900 € et vous allez voyager dans le pays et vous allez rencontrer les structures, les associations en lien avec votre thématique. Et on va vous demander à la fin de faire un rapport, alors ce n'est pas une thèse, mais un petit rapport, une petite synthèse pour partager l'expérience. Et ça, il y a un site, donc les Zelidja, zelidja.com, où là vous avez tous les témoignages de cette mobilité, avec des exemples aussi de thématiques. Alors, là, j'ai évoqué surtout les expériences pendant la période courte, c'est-à-dire les vacances. Et puis, il y en a qui ont envie de faire une pause pendant les études, sachant que la césure, elle peut se situer à plusieurs moments. C'est-à-dire que ça peut être post-bac, ceux qui voudraient faire une pause ou alors simplement avoir une expérience entre le bac et la première année d'études. Ça peut être entre la première et deuxième année d'études, deuxième, troisième année d'études et même après les études. C'est-à-dire après une licence, entre une licence et un master, par exemple. Alors, en quoi ça consiste, la césure? Donc ça, c'est des questions que j'ai eues beaucoup sur le stand, là, depuis 2 jours, enfin 3 jours maintenant. Donc, en fait, pour m'assurer que ça a été bien compris au niveau de la démarche, les bacheliers actuellement qui sont sur Parcoursup, vous avez dû vous rendre compte que vous avez... quand vous mettez effectivement vos vœux, vous avez une rubrique sur la gauche où il y a indiqué césure. Donc, sur cette rubrique-là, vous allez cocher la case césure et ensuite, à côté, vous vous occupez plus de la césure, vous occupez de faire vos vœux.
Au moment des vœux, quand vous faites vos vœux, en fait, les établissements n'ont pas connaissance de votre demande de césure. Ça ne doit pas interférer dans le choix de vous prendre ou pas. Donc, les résultats, par exemple, au 2 juin cette année, vous allez voir à l'affichage sur Parcoursup, pour chacun des vœux que vous avez faits, vous allez voir si vous, oui, je suis pris, oui, non, liste d'attente, etc. Parmi cette liste de oui, vous allez retenir l'établissement que vous avez envie de choisir définitivement. Celui que vous avez choisi définitivement, la dernière étape pour vous, ça va être l'inscription administrative. Je m'inscris dans cet établissement. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez demander un dossier de césure. C'est un dossier que l'on remplit, dans lequel on va rédiger ses motivations. Pourquoi je veux faire une année de césure? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et qu'est-ce que je veux en faire? Et cette demande de césure, elle est soumise à autorisation, c'est-à-dire au chef d'établissement. Et il peut être favorable ou non à cette césure. Si c'est favorable, ça sous-entend que le chef d'établissement va maintenir, enfin en tout cas l'établissement va maintenir au chaud, va réserver votre place pour l'année suivante. Ce qui vous laisse la liberté de faire votre césure pendant 1 an sans vous préoccuper de revenir sur Parcoursup en janvier l'année suivante. Et donc ça, la césure, c'est une loi, hein, c'est encadré par une loi. Après, libre à chacun, là j'ai donné l'exemple du césure via Parcoursup, après, libre à chacun de faire une année en toute liberté, sans aucune inscription sur Parcoursup. Mais dans ce cas-là, ça sous-entend que l'élève à l'étranger ne doit pas oublier de s'inscrire sur Parcoursup. Donc la césure, elle peut durer 6 mois à 1 an. Après, en toute honnêteté, je ne connais pas beaucoup d'élèves qui m'ont demandé en 6 mois. Alors, la raison, elle est toute simple, parce qu'ils ne se sentent pas à réinvestir l'école en milieu d'année. Souvent, c'est ce que me rapportent les élèves. Finalement, quand je choisis de faire une césure, voilà tout ce que je peux faire. Donc, je vais vous donner quelques exemples que vous voyez à l'affichage. Donc, je peux travailler pendant ma césure. Alors, une chose que je peux préciser, effectivement, c'est que là, voilà toutes les possibilités. Certains choisissent de faire une seule, c'est-à-dire je veux travailler pendant 12 mois. Et puis, il y en a d'autres qui cumulent le tout. Il est possible aussi de faire plusieurs choses différentes dans la même année ou faire quelques-unes pendant ma césure et pour les autres, de l'intégrer un peu plus tard, parce que ça aussi, c'est possible. Donc, on peut effectivement aller travailler. Alors, des séjours au pair, job à l'étranger, un PVT, assistant de langue à l'étranger. Alors, c'est vrai que l'assistant de langue à l'étranger, je ne vais pas le préciser un peu plus loin, donc j'en profite. L'assistant de langue à l'étranger, c'est parce que ça concerne, je ne le développe pas, puisque ça concerne plutôt les élèves qui ont déjà Bac+2, Bac+3. Et c'est la possibilité d'aller à l'étranger. Et dans l'établissement d'accueil, vous faites une co-intervention avec un professeur. Donc, vous n'avez pas une classe à charge. Par contre, votre mission, parce que c'est rémunéré, votre mission, ça va être de partager la culture française et d'inciter, ou en tout cas solliciter les étudiants étrangers à parler français. Donc ça, assistant de langue, je ne le développe pas un peu plus tard pour ces raisons-là, parce qu'il faut déjà avoir un prérequis de Bac+2, voire Bac+3, selon les universités d'accueil. Vous allez avoir des séjours linguistiques aussi. Le séjour linguistique, ce sont souvent des choses connues par les parents. Vous savez que vous avez des périodes courtes sur les vacances scolaires, mais aussi les vacances d'été, mais aussi ça peut être des périodes longues sur l'année, avec différentes formules. C'est-à-dire, ça peut être cours le matin, des cours académiques, le matin. Ça, c'est souvent les élèves qui viennent me voir. Je suis nulle en anglais. Faut que j'approfondisse la langue. Je ne vais pas pouvoir être pris dans telle ou telle école. Donc, le séjour linguistique répond vraiment à cette demande d'avoir des cours, mais plutôt académiques. On va reprendre la grammaire, l'orthographe, l'expression orale. Et il y a plusieurs formules, moyennant finance, bien entendu, puisque ça a un coût, les séjours linguistiques. Le bénévolat, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, de la bourse Elijah que j'ai déjà évoquée et qu'on peut faire aussi dans le cadre d'une césure, et le volontariat, sachant qu'il y a plusieurs formes de volontariat, franco-allemand, le service civique international et le corps européen de solidarité. Alors, il y en a un que je ne vais pas forcément m'attarder un petit peu dans la suite, en fait, de la présentation, c'est le service civique international. Le service civique international, je le précise parce que ça existe. Donc, vous avez peut-être entendu parler du service civique.
Le service civique, il y a un site unique qui est organisé par l'agence de service civique, servicecivique.gouv. Quand vous allez là-dessus, c'est la possibilité d'avoir des offres. C'est des missions en fait d'intérêt général qui portent sur l'environnement, la sécurité. Ça peut être la prévention, ça peut être dans l'artistique et le culturel également. Donc une mission d'intérêt général qu'on peut faire en France. On en a dans des établissements français, par exemple, qui font des services civiques en France. Mais ils ont un onglet international et des offres de temps en temps pour avoir ce type de mission, mais à l'étranger. Toujours porté par l'agence service civique et donc financé par l'État. Alors, je vais aller vous présenter quelques dispositifs comme celui-ci, souvent les plus demandés. Donc, j'ai eu beaucoup de jeunes sur le stand qui m'ont évoqué le fait de vouloir travailler à l'étranger et pourquoi pas fille au pair. Alors, fille au pair, la première chose, c'est bien sûr d'être attiré ou en tout cas d'avoir un intérêt pour les enfants. Vaut mieux parce qu'on vit avec eux toute la journée. Donc, la première question, c'est déjà, est-ce que travailler auprès des enfants, c'est quelque chose qui pourrait intéresser le jeune? Donc, c'est un contrat. Quand on est fille au pair, c'est bien un contrat de travail. Donc, il y a bien un écrit entre les deux familles. Et les conditions pour séjour et pair peuvent varier d'un pays à l'autre. Sachant que on peut passer par une agence ou pas. Puisque dans certains pays, je ne sais pas, vous allez en Espagne, vous voulez faire fille au pair, et vous pouvez trouver une offre d'emploi ou entendre quelqu'un, une famille qui cherche effectivement une fille au pair. Mais il existe aussi des agences intermédiaires qui peuvent vous mettre en contact avec des familles, par exemple. J'ai beaucoup de parents, notamment, qui viennent me voir en me disant ma fille ou mon fils voudrait faire fils ou fille au pair, sauf que moi, je ne suis pas rassurée, effectivement, sur la famille, je ne la connais pas. Est-ce qu'on peut avoir des familles à peu près sûres? Et donc, il y a des organismes qui peuvent permettre de vous mettre en contact avec des familles sérieuses pour lesquelles il y a déjà eu des enquêtes en amont. Sachant que pour les États-Unis, il y a une démarche un peu particulière, il faut partir avec un organisme. Donc là, le Bureau Information Jeunesse, ils ont un onglet spécifique pour séjour au pair et on vous indique les modalités pour chaque pays, les conditions, si vous voulez, pour être fille au pair. Donc sachant qu'il faut avoir 18 ans pour pouvoir y aller. Minimum, et quel que soit le pays. Là, ce que vous voyez, les adresses, c'est aussi des sites qui permettent de recenser des organismes à peu près sérieux, effectivement, pour s'engager fille au pair. Alors, pour être honnête, beaucoup reviennent au bout d'un an. Ils sont quasi bilingues. Donc, l'oral, effectivement, ils sont très à l'aise. Donc, suivant ce que vous recherchez, ça peut être un bon compromis, à la fois financier, puisque comme c'est un contrat de travail, il n'y a pas de coût à envisager sur l'année, vu que vous êtes nourri, logé. Les échanges de services. Alors, le plus connu, sur le stand, je me rends compte que beaucoup de gens connaissent le woofing. Alors, parce que c'est très médiatisé. On entend parler du woofing. Le principe, c'est effectivement, c'est dans l'agriculture, alors plutôt des fermes agricoles à développement durable ou biologique. Et là, le principe, c'est donner de son temps et en contrepartie, je suis nourri, logé. Alors, le woofing, il y a un site, woofing, comme je l'ai indiqué. Ce qui veut dire que vous pouvez déjà, de la maison, identifier des offres de woofing à l'étranger. On peut aussi faire du woofing donc en Europe et à l'international. Il n'y a pas de limite d'âge. Et ils ont diversifié l'offre parce que vous voyez les autres sites, Helpstay, Helpix, Workaway, c'est le même principe, sauf qu'ils ont diversifié l'offre. Au lieu que ce soit que dans les fermes agricoles, vous allez par exemple avoir des annonces, par exemple dans un bed and breakfast. Vous allez être peut-être dans un ranch aux États-Unis, mais le principe est le même. Je donne un coup de main et en contrepartie, je suis nourri, logé. Donc ça permet de diversifier en fonction de vos intérêts et des missions que vous recherchez. Alors, j'ai presque terminé. Ici, on avait parlé d'un job à l'étranger. Je vous donne un site qui est connu, un site européen, c'est Eurodesk, qui vous permet d'avoir des offres. Alors surtout, ils ont un petit livret qui sortent tous les ans. Donc, trouver un job à l'étranger. Et là, ça vous permet de trouver pour les jeunes, alors souvent des petits boulots comme on trouverait effectivement en France. Alors souvent, c'est dans la restauration, vous allez trouver dans l'animation, dans le commerce aussi, dans les magasins. Donc, ce document peut vous permettre aussi d'avoir une première entrée pour trouver des jobs, ce même type d'exercice, mais à l'étranger.
Le PVTiste, alors ça, le programme ou permis vacances-travail, c'est un visa. Pour faire simple, quand vous partez en vacances quelque part, vous savez qu'on peut rester qu'une certaine durée. Sinon, il faut des papiers supplémentaires. Donc là, le permis, en fait, c'est pour accélérer ou en tout cas avoir un visa un peu particulier, puisque ça vous permet en tout cas de rester sur un territoire hors Europe, sachant qu'il y a à peu près 14 pays partenaires avec la France. Donc les destinations, ça peut être Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Brésil, etc. Donc des destinations assez sympas. Et là, le principe, c'est que permis vacances-travail, ça veut dire que si vous avez les moyens, vous pouvez vaquer à vos occupations culturelles pendant 1 an, ou alors vous pouvez aussi travailler, ou l'alternance des deux. Alors, ce qui est souvent médiatisé, c'est ce que vous connaissez. Vous me dites, souvent les jeunes me disent, moi j'aimerais bien faire un road trip en Australie. Très souvent, les jeunes qui ont fait des road trips en Australie, ils ont souvent fait un PVT et ils ont parfois associé du woofing que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire qu'ils ont organisé un programme, ils ont prévu un déplacement en Australie et en contrepartie, ils ont organisé un woofing sur place et ils peuvent le faire à différents endroits dans le pays. Ça, c'est possible de l'associer. Alors, c'est un site, effectivement, qui est administré par des PVTistes, des gens qui ont eu l'expérience du PVT. Donc, c'est bien pour une préparation avant le départ. Parce que, si vous l'avez bien compris, le PVTiste, c'est quand même, il faut avoir un peu d'autonomie. Vous êtes parachuté à l'autre bout de la France. Donc, chercher un travail, voilà, il faut avoir une certaine maturité et être capable d'aller chercher du travail par soi-même. Donc, un seul site, le pvtiste.net. Je finis par un dernier dispositif qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui plaît beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de jeunes qui étaient intéressés sur le stand. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion, on en avait aussi sur le stand des témoins. Alors, ça concerne les 18-30 ans. Ce qui veut dire que je peux glisser effectivement ma césure à tout moment. Et le principe, c'est une entrée par mission. Ça veut dire que j'ai un portail qui existe du corps européen, des missions qui ressemblent au service civique, souvent d'intérêt général, comme je vous l'ai expliqué, autour de l'environnement, l'artistique, le culturel, les festivals, l'éducatif. Le jeune va répondre à une offre et s'il est retenu, il est envoyé dans l'un des pays d'Europe. Alors l'Europe élargie, puisqu'ils ont rajouté le Liechtenstein, la Macédoine, etc. Donc, et il faut se rapprocher d'un organisme d'envoi. C'est-à-dire que sur Brest, on est obligé de passer par le bureau formation jeunesse si je veux faire un corps européen. Et donc, je suis envoyée dans un pays d'Europe et le transport est pris en charge. C'est des subventions européennes, donc le transport est pris en charge. On est nourri, logé et on a une indemnité par jour. Et l'indemnité varie selon le niveau de vie du pays. Donc, on a des corps européens qui sont courts de 2 mois, par exemple, et on peut aussi avoir des longs qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Stop. J'ai fini avec l'Europass. Alors, l'Europass, c'est simplement l'outil. Je le montre quand même, le site internet. Europass, c'est un outil, après tout ce que j'ai dit là, et je me suis aperçue sur le stand qu'il y avait des élèves qui avaient déjà fait des stages à l'étranger, qui ont fait des mobilités. Europass, c'est un site qui vous permet de faire des CV en 28 langues possibles, et vous avez possibilité de le stocker et de faire valoir partout en Europe. Donc c'est un outil vraiment intéressant pour valoriser la mobilité. Donc j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'on n'aura pas le temps de répondre aux questions. S'il y a des questions, par contre, on peut nous retrouver sur le stand, là, dans l'espace commun sur Partir à l'étranger, avec les autres partenaires. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très, 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 très dense. Et donc, je vous invite à poser vos questions directement sur le stand, puisque nous avons une deuxième conférence qui est à 15h et il est 15h. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre venue.